vas bien? Et au Farfa? Ça va. Dans ces conditions-là, on va s'installer. Ça c'est facile. Ça c'est facile. Alors, Et ça peut
Monsieur le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Excellences, Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le Président du REAO Mali, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les membres du réseau, Mesdames, Messieurs du secteur privé, chefs d'entreprise, honorables invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci à vous de répondre à l'appel du REAO Mali pour marquer sa rentrée annuelle 2015. Ici, nous sommes dans la dynamique qui a toujours motivé la mise en place du REAO, qui, avec les années dites de la démocratie en Afrique, on est dans les années 90, c'est-à-dire mettre en synergie les compétences du secteur privé pour améliorer l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest. Depuis 25 ans se sont écoulés et depuis, des initiatives sont prises, des actions sont menées par les acteurs du secteur privé dans les 13 pays du réseau afin que le dynamisme et la prospérité du monde des affaires soient une réalité dans les différents pays. Et voilà qui motive ici au Mali l'organisation de cette soirée qui, tous les ans, avec une préoccupation majeure identifiée, marque ce que le REAO appelle la rentrée annuelle. Et pour l'édition 2015, le réseau a choisi le thème « La problématique des ressources humaines dans les entreprises au Mali ». En quoi le sujet reste-t-il d'actualité? Pourquoi doit-il retenir l'attention? Quelles solutions idoines? Comment les atteindre? Des questions parmi tant d'autres qui, si elles ne trouveront pas leur solution ici, auront tout de même le mérite de susciter les débats constructifs avec le REAO, ses partenaires et les décideurs. Alors, plus de 2 heures d'échange prévues, densifiées par des interventions directes et des supports vidéo. Merci pour votre aimable attention, mesdames, messieurs, bon appétit. Et ça commence par le discours de monsieur le président du REAO Mali, monsieur Ould Babi. Passez une excellente soirée. Merci, Monsieur Dombélé. Bonsoir à tous. Monsieur le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Mali, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement du Mali, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques accrédités au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Mali, Messieurs les présidents des organisations patronales du secteur privé, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise du Mali, Mesdames, Messieurs les membres du REAO, honorables invités, bonsoir. Au REAO Mali, nous sommes résolument convaincus que la création d'emplois est la seule voie pour réduire la pauvreté. Les entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou même dans l'informel, sont les véritables créatrices d'emplois. Malheureusement,
il existe un véritable paradoxe au Mali et dans d'autres pays africains où chômage structurel et inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi coexistent. En effet, il a été prouvé depuis très longtemps que le secteur privé est confronté à une non-satisfaction de ses besoins en ressources humaines qualifiées. Les entreprises maliennes sont obligées très souvent de faire appel à des non-nationaux dans beaucoup de secteurs. BTP, hôtellerie, industrie et autres. Nous avons par exemple connaissance de plusieurs entreprises qui, pour un poste, reçoivent plusieurs dizaines de candidatures, mais n'en retiennent aucune, puisqu'elles n'ont pas trouvé le profil recherché ou que le niveau soit médiocre. Monsieur le représentant du Premier ministre, notre taux de croissance économique acceptable actuel, dont on veut très souvent rappeler, ne peut se maintenir et progresser sans l'existence d'un secteur privé fort et dynamique, en mesure de contribuer à un développement économique et social inclusif. Pour ce faire, nos entreprises ont besoin d'ouvriers qualifiés, de techniciens, d'ingénieurs, de managers qui leur permettront de porter cette croissance. Mesdames et messieurs, devant ce dysfonctionnement, les pouvoirs publics ne devront-ils pas changer de paradigme en engageant les réformes nécessaires afin que nous ayons une véritable adéquation entre la formation et l'emploi? Les entreprises ne devraient-elles pas être consultées pour l'élaboration des programmes de formation afin que le système éducatif malien reste connecté des préoccupations des entreprises? Ne devrait-elle pas participer à l'effort de formation des étudiants? Au REAO, nous pensons que de véritables réponses à ces interrogations éviteront un chômage assez prolongé à nos enfants afin qu'ils ne tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe coûte que coûte, même au péril de leur vie. Notre organisation réitère son intérêt pour la question et son engagement auprès des autorités afin d'y trouver ensemble la solution idoine. Aussi, je tiens à remercier les nombreux partenaires qui nous ont soutenus pour la tenue de ce dîner débat dont les principaux sont les suivants: la BNDA, le FAFPA, la société DFA Communication. Pour terminer, je souhaite un bon débat après la présentation de notre expert sur le thème de ce soir, problématique des ressources humaines dans les entreprises maliennes. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur le Président du REAO. Sur le téléphone, on pourra le mettre sur mode silencieux. Je commence moi-même, toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Voilà. Et nous avons également les assurances Rafia, la BICI, Nalias, RMO, qui est membre du REAO, Azalai Hotel, Groupe Sahel, Fofi Industrie, Kouni Expertise. Voilà, merci une fois encore à la BNDA d'accompagner cette soirée du REAO, l'occasion encore pour revenir sur les autres partenaires et les saluer.
Nous avons DEFA Communication, qui est membre du REAO. Dans un contexte où la relance économique est à l'ordre du jour et que résoudre le problème du chômage est un enjeu majeur, trouver un personnel qualifié est le grand casse-tête de notre produit fini. Parce que peut-être ils sont formés entre 4 000, mais s'ils n'ont jamais touché les machines, ils ne connaissent pas les problèmes qui sont posés, ils ne connaissent pas le problème des hydrocarbures, tous les problèmes qui sont liés à l'environnement des machines. S'ils ne les connaissent pas, ils ne seront jamais de bons mécaniciens ou de bons conducteurs d'engins. Dans nos pays, dans les pays de la sous-région, malheureusement, l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie. Il faudrait des conseillers d'orientation, d'abord au niveau des lycées, pour permettre aux jeunes de faire développer leur génie et ensuite de faire leur carrière dans ce domaine. Il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure l'université et les entreprises trouvent. Et améliorer les conditions de formation et l'insertion professionnelle des jeunes avec le soutien de tous les acteurs économiques et de la formation au Mali. C'est parti. Donc, très rapidement, faire une présentation en 3 points. D'abord, les ressources humaines. En quoi est-ce que c'est un enjeu majeur? Ensuite, nos statistiques là. D'abord, ce sont les ressources humaines qui créent de la valeur. En qualité adéquate, on en a parlé tout à l'heure. Deuxièmement, la productivité du travail. Et troisièmement, le coût salarial. Voilà les principaux indicateurs qui vont être des indicateurs clés de performance pour la réussite de l'entreprise. Quel est l'état des lieux au Mali à chacun de ces niveaux? On y va? Premier constat, déficit des ressources humaines qualifiées. Ce déficit, c'est d'abord la faiblesse générale du niveau des élèves et des étudiants. Cela renvoie à notre système éducatif et je crois que je n'ai pas besoin de développer cela davantage. Il s'agit du contenu des formations inadaptées aux besoins des entreprises en ressources humaines. Inadaptées à 2 niveaux. Dans les vidéos que nous venons de voir, il s'agit de l'adéquation de la formation aux besoins de l'entreprise d'abord et ensuite du contenu de la formation dispensée en termes de niveau, en termes de qualité, etc. C'est un problème majeur au Mali. Quelques indicateurs simplement: l'absentéisme, l'assiduité insuffisante au travail, le problème d'intégrité, problème très important dans nos entreprises, etc. Quels sont les impacts de ces situations sur le développement de l'entreprise? Grosso modo, beaucoup de nos entreprises aujourd'hui voient leur croissance, leur développement freiné par ces problèmes de ressources humaines. D'abord, le niveau de la production, des ambitions. Deuxièmement, la productivité du travail est faible. La qualité des produits est souvent réduite en raison du fait que le personnel n'est pas à la hauteur. Et tout cela se traduit par un coût salarial réel élevé. Le coût salarial réel, c'est pas autre chose. Soit l'expert ou à toute autre personne dans la salle, ou si vous avez des commentaires et des suggestions, vous le faites, pour que nous puissions avoir un débat ouvert, élargi et donner la chance à tout un chacun d'intervenir. Nous vous demandons d'être bref et concis, afin qu'à la sortie de cette entrée annuelle du REAO, nous puissions avoir au moins des ébauches de solutions. Nous avons la chance d'avoir les ministres clés dans ce domaine. Le ministre Babi qui est là, qui s'occupe de la problématique de l'emploi, le ministre du secteur privé, puisque nous sommes du secteur privé et nous souffrons de ce manque
ou de cette inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Le grand argentier qui est là, le FAFA dit que sa trésorerie s'est beaucoup améliorée grâce au grand argentier. Donc nous osons espérer que si nous envoyons nos plans de formation, le financement est acquis et que ça ne va pas prendre trop de temps, parce que je dois avouer que nous avons mis une croix sur le FAFA, tellement c'était compliqué de faire avancer les dossiers. C'était avant. Monsieur Oudbabi dit que c'était avant. Ah d'accord, c'est bien, très bien. Donc on va tester ça. Nous avons la chance aussi d'avoir des bailleurs de fonds qui financent la formation et l'éducation. Nous avons aussi parmi nous, et nous le remercions d'avoir répondu à notre appel, le chef de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, qui va nous donner son point de vue, puisqu'ayant dirigé pendant 10 ans l'IOMOA a énormément investi dans les centres d'excellence et dans la formation. Il va nous donner son point de vue. Malheureusement, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas là, Maître Muntagatal, on l'a invité. Il aurait pu nous donner sa vision sur l'éducation de base, parce qu'on a vu que quand même ça part de là. Hein? Apparemment le ministre Tal est représenté ici. Voilà, l'enseignement supérieur, d'accord. Et puis le président de la Chambre de commerce aussi est là. Il va pouvoir aussi nous dire ce que la Chambre de commerce fait dans le cadre de la formation technique et professionnelle, puisque la Chambre de commerce a aussi un centre de formation. Voilà, je pense que nous avons vraiment matière ce soir à avoir des débats très fructueux, très intéressants, parce que sans éducation, sans formation, il n'y a pas d'avenir dans un pays. Donc, Monsieur le ministre, Maître Diarra, si vous permettez, on va commencer le débat. Bien. Mesdames et messieurs, celui qui veut la parole, il y a une hôtesse qui est là avec le micro. Quand l'opposition a l'honneur, on ne va pas. Surtout que je ne suis pas discriminé, merci Valérie. Non, moi je vais intervenir, mais en provoquant plus qu'en donnant des solutions. Je pense que le refrain formation non adaptée aux besoins de l'entreprise, ça je crois qu'on l'entend depuis près de 40 ans, mais sans avoir trouvé une solution. Moi je voudrais d'abord interroger les chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des enfants en stage et à rémunérer? Ça c'est la première chose. Je connais des enfants qui ont fait 5 ans dans la même entreprise, toujours en stage, pas un franc, se débrouillent tous les matins pour payer pour venir à l'entreprise travailler. Ça c'est une question qui me paraît importante. La deuxième chose, êtes-vous prêts à aller donner des cours dans les écoles pour qu'on sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour donner l'envie aux enfants de venir travailler dans votre secteur. Troisièmement, êtes-vous prêts à faire comme dans beaucoup de pays, de créer des écoles supérieures de commerce, par exemple, qui dépendent généralement, dans la plupart des cas, de la chambre de commerce elle-même, qui finance, qui réoriente et qui fait en sorte que ceux qui sortent sont vraiment adaptés au marché. Ceci est très important. Maintenant, on est tous maliens et nul n'est prophète chez soi. Autant nous prenons des Congolais, des Ougandais, comme vous dites ici, autant on prend des Maliens en Côte d'Ivoire, au Sénégal et ailleurs. Il ne faut pas croire qu'ailleurs on ne prend pas de Maliens, on prend bien des Maliens. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que tout simplement nous n'avons pas peur de notre société? De notre société. Quand vous prenez un Malien, vous savez que c'est le fils d'un tel, c'est le neveu d'un tel, c'est l'ami de l'autre, et que manifestement, vous avez une pression sociale qui fait que vous avez peur de prendre le Malien. Moi, de ma carrière ici,
le temps où je travaillais, personne n'est jamais venu me présenter un enfant pour me dire qu'il est compétent. On m'a toujours dit, c'est mon neveu, c'est mon fils, c'est etc., c'est etc. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui vous fait peur de ne pas prendre de Mali? Je crois qu'il faut accepter de poser le problème et de faire face aux pesanteurs de notre société elle-même, face à l'entreprise, face à l'emploi. C'est un phénomène qui me paraît important. Maintenant, l'autre chose, c'est ceux qui nous dirigent, les chefs d'entreprise, les chefs de service, les directeurs, les ministres, je ne sais pas quoi, mais ils sont tous été formés au Mali. Les 80%, c'est des gens que vous êtes en train de décrier. S'ils ne sont pas compétents dans vos entreprises, ils ne seront pas compétents dans l'administration. Et s'il n'y a pas d'administration compétente, vous n'aurez pas un service privé qui marche. Il y a quelque chose là qu'il faut interroger. L'ENA, c'est l'ENA qui gère le Mali. 80% des gens qui sont dans l'administration sortent de l'ENA. Donc il faut s'interroger alors où ils sont bons, où il y a un problème. Dernier point, je pense que j'ai noté, c'est que nous n'avons pas, contrairement à l'Asie et d'autres zones, même en Afrique du Nord, nous n'avons pas, au niveau de l'État, nous n'avons pas une culture de sous-traitance. C'est-à-dire que ce que nous savons faire, c'est d'acheter ce qui est fait, et puis un point intérêt. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que même le tout petit cellulaire, on ne sache pas le monter au Mali. Il y a tellement de choses que nous savons importer et consommer, que pour apprendre, il faut accepter de sous-traiter les choses. Il faut qu'on impose la sous-traitance. Et que cette culture-là, monsieur le ministre, vous la vendiez pour qu'on puisse apprendre. Si on ne touche pas aux machines, si on ne touche pas à l'industrie quelque part, on ne peut rien faire. J'ai visité, juste pour finir, le fameux barrage de Trois-Gorges à Chine. Ils ont 21, je crois, centrales qui tournent. Ils m'ont dit qu'on a acheté 11, mais on nous a appris à faire les 10 autres. Et ces 10 autres marchent mieux que les 11 qu'on a achetés. Voilà un peu la problématique. Je vous remercie. Ces points-là vont susciter les débats maintenant. Les chefs d'entreprise, profitez. On met tout sur la table. Ok. Monsieur le ministre Diarra. Merci beaucoup et bonsoir à tous. D'abord, je pense que le réseau est à saluer pour ces dîners annuels. Je ferai juste quelques remarques, c'est qu'on a l'impression que le réseau s'éteint pendant la période qui sépare deux dîners. On souhaite que ce soit un véritable réseau. Deuxièmement, je pense aussi que sur ce thème-là, le président Soumaïla comprendra, on ne peut pas être en opposition. Nous sommes ici dans le secteur privé et lui-même est du secteur privé avant même sa rayonnante carrière politique. Donc, restons dans le secteur privé. Je crois qu'à l'hémicycle l'autre jour, on s'est déjà bien égayé. Bon, pour revenir à notre famille du secteur privé, parce que je considère que nous en sommes tous membres, et revenir au thème, avons la chance d'avoir avec nous des ambassadeurs des pays amis qui ont aussi quelques exemples, je suis sûr que peut-être ils vont nous enrichir. Le président Soumaïla a cité un mot que j'évoquais tantôt avec mon voisin de gauche, c'est celui de la culture. Moi j'ajouterais peut-être à la culture
tout simplement même l'ambiance. L'ambiance. Voyez-vous, nous sommes dans un pays, et encore je vais prendre exemple sur celui qui est à ma gauche. C'est pas que je n'ai pas apprécié les films qui sont sortis sur la BNDA ou la présentation du ministre Koniba Sidibé qui semble aussi est resté un peu longtemps à l'Assemblée, hein, parce que je le connaissais encore plus percutant que ça, qu'il allait vraiment réchauffer la salle, mais je vois que lui aussi il prend un coup. Alors, je disais que mon voisin de gauche, on aurait fait un documentaire sur son parcours. Ça aurait été instructif pour tout le monde. J'ai eu le privilège de le croiser dans les couloirs des banques dans lesquelles j'ai travaillé, se battre et se débattre, se faire prendre parfois même pour un fou. Les gens le croyaient pour un fou. Et vous prenez ce parcours et quand je vois le résultat qui est là, les emplois créés, la croissance de la richesse, et vous analysez tout ce qu'il a rencontré comme difficulté et vous prenez les problèmes un à un et vous les résolvez. Ça aurait pu être très instructif. Mais je reviens au mot de l'ambiance. Je pense que nous ne sommes pas dans une très bonne atmosphère économique. Certes, le climat des affaires, mon collègue en charge des investissements est en train de prendre beaucoup de mesures là-dessus. Celui en charge de l'emploi, tout le monde est en train de s'activer. Mais il faut que les investisseurs aient foi en l'avenir. Il faut que nos opérateurs économiques osent prendre des risques. Il y a tellement de choses qui sont importées dans ce pays, qui pourraient être fabriquées ici, montées ici, ou même créées ici. Et il faut surtout éviter qu'on passe par toutes les étapes par lesquelles certains pays sont passés. Je vous donne un exemple. J'ai été, comment dirais-je, interpellé par un certain nombre de commentaires que j'ai vus dans la présentation du ministre Koniba Sidibé. Mais par rapport à l'assiduité au travail, venir à l'heure, faire ceci, faire cela, mais tout ça, en réalité, aujourd'hui, est presque dépassé. Et dans les pays développés, moi, j'ai vu aux États-Unis, les gens ils ne viennent même pas au bureau. Mais c'est de chez eux, au salon, qui téléchargent l'application de l'entreprise. Les tâches qui les attendent sont là, ils les exécutent et puis c'est fini. Ils sont payés même avec un bonus, avec une performance. Le schéma qui consiste à se retrouver tous les jours sur les 2 ou 3 ponts de Bamako et ils perdent 1 heure. C'est parce que nous le voulons. Mais si on disait que les gens qui sont au Salam, ils doivent commencer à 9 heures. Et ceux qui sont, je ne sais pas, à l'ACI doivent commencer à 10 heures. Mais peut-être on ne va pas tous se retrouver sur le pont, perdre du temps, perdre des hydrocarbures. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte des sentiers battus, comme on le dit, pour essayer de trouver des raccourcis, pour créer une ambiance que nous-mêmes démontrions que nous avons envie de créer de la richesse. Alors je sais que c'est très difficile pour les entreprises d'investir. Au-delà des aspects administratifs sur lesquels nous sommes en train de travailler au niveau du gouvernement, mais je vous avoue que ce n'est pas facile, parce que vous n'êtes pas toujours compris lorsque vous êtes du secteur privé. Dans l'administration, on vous prend pour des gens qui sont en déphasage avec la réglementation. Mais ça ne sert à rien de faire une réglementation, de la respecter. Bon, une réglementation qui va vous mettre en difficulté indéfiniment. Je crois que là aussi, c'est un courage qu'il faudrait avoir. Alors, je voudrais revenir à mon secteur d'origine.
Et là, pour rejoindre effectivement un terme très pertinent sur lequel le ministre nous a ciblé mais parfois on n'a même pas besoin d'école. Il faut prendre les problèmes et je ne dirais même pas les affronter, mais les agresser. Vous avez un système bancaire aujourd'hui national qui s'est enrichi par un certain nombre d'expertises. Mais à part votre sponsor, la BNDA, il y a très peu de banques qui savent comment financer l'agriculture. Dans la plupart de nos établissements bancaires, on dit que notre économie repose sur le secteur primaire, mais ceux qui sont appelés à apprécier le risque dans ce secteur-là, mais ne sont pas qualifiés. Est-ce qu'il faut faire une école pour ça? Je ne sais pas moi, en voyant les gens dans d'autres pays qui ont déjà réussi, prenons des raccourcis. C'est aussi simple que ça. Les mines. Monsieur l'ambassadeur de votre pays a réussi de façon extraordinaire dans le domaine minier. Mais on n'a aucune institution financière dans laquelle les gens peuvent apprécier, mais comment analyser un dossier d'investissement dans une mine? Donc, je crois qu'il faut qu'on aille vite. La création d'écoles, de centres de formation, tout ça c'est bien. Mais il faut être un peu plus pragmatique. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de bâtir, et c'est bon que les uns et les autres le sachent, c'est quand même paradoxal que dans ce pays, mais on a autant d'argent qui dort. C'est aussi simple que ça. Que le président de Dieu et moi, vous m'interpelliez régulièrement par rapport à telle ou telle position. Mais c'est un pays, pour vous prendre les chiffres, nous sommes en dépôt presque, pas sous le contrôle du directeur de la nationale de la BCAO, on a plus de 2000 milliards de dépôts dans ce pays. Pour des encours de crédit de pratiquement les 2 tiers, environ 1500. Mais vous imaginez, c'est un pays qui dispose de 500-600 milliards qui dorment. Un pays pauvre, qui a autant de besoins, qui a autant de perspectives, qui a un immense potentiel. Alors je me dis que c'est bien d'avoir des ressources humaines, mais ces ressources humaines doivent avoir des opportunités d'emploi. Et les opportunités d'emploi, c'est vous, le secteur privé, qui pouvez les créer dans la production, dans les services. Vous devez oser. Et l'État, pour sa part, je peux vous garantir, au nom de mes collègues, beaucoup de réflexions sont en cours, beaucoup de stratégies sont, je dirais, en cours de rafraîchissement, puisque dans ce pays, on s'est posé presque toutes les questions déjà. Voilà ce que je voulais dire en invitant les uns et les autres à faire confiance, à faire en sorte que le secteur privé, mais surtout le monde économique et financier, concourt à la paix. Parce que quelque part, les raisons pour lesquelles nous avons aussi autant de crises trouvent parfois leur source dans le désespoir. Et c'est ce qui amène à un certain nombre de choses. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour vos idées sur cette problématique. Le financier qu'il est n'a pas pu s'empêcher de faire un petit détour vers les finances, donc ça on le comprend. Monsieur le ministre Diarra, avec votre permission, je vais donner la parole au ministre Babi qui va réagir à tout ce qui vient d'être dit, parce qu'il a un autre engagement. Malheureusement, il doit nous quitter, donc il a un autre engagement. Donc si vous permettez, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais à mon tour saluer aussi l'initiative de l'organisation de cette rencontre annuelle et féliciter le ministre et l'honorable Sidibé pour sa brillante présentation. Je partage également certaines des questions posées par
mon aîné, le ministre Cissé. Moi, je voudrais me focaliser moins sur les constats que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de prendre comme mesure justement pour améliorer les choses. Et je pense que souvent ça passe pratiquement inaperçu. C'est que déjà, on a sur le plan institutionnel, nous avons mis en place des structures pour gérer cette question de l'inadéquation entre la formation professionnelle et les besoins des entreprises. Le ministre ici l'a dit aussi, c'est une question récurrente sur les pratiquement 30-40 dernières années. Et ce qu'on a fait, c'est que nous avons mis en place, sur la base de ce constat, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. C'est vrai que c'est une structure qui est jeune, mais c'est une structure qui va mener beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Parce que vous savez, je ne cite pas souvent les statistiques de l'emploi parce que selon les sources que vous prenez, les chiffres peuvent être différents, plus ou moins différents. Donc, c'est l'ONEF qui pourra nous permettre vraiment de gérer aussi cette question de quels sont réellement les besoins des entreprises. Et une fois que les besoins sont connus, il faudrait maintenant qu'il y ait une autre structure qui prenne en charge effectivement tout ce qui est développement de curricula, tout ce qui est suivi de formation, tout ce qui est, je pense, quelque part aussi leur contribution à la certification, à la question de la certification. Et cette structure-là, aussi, nous l'avons mise en place, c'est l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, l'UNIFORM, qui est aussi une nouvelle structure qu'on a bâtie sur les centres des IFAE que la plupart des chefs d'entreprise connaissent. Pour les questions, et j'ai mes techniciens qui sont là, l'ancien directeur national de la formation professionnelle, Drissa Balo, est là, qui est actuellement le coordinateur d'un programme dont je vais parler aussi comme solution à tous les défis qui se posent justement à l'amélioration de la qualité de nos ressources humaines. Donc il y a le FAFA aussi que vous connaissez, qui est dans le dispositif et qui, bon an, mal an, reçoit, je crois, 5-6 milliards sur la contribution forfaitaire des entreprises en ce qui concerne sur la masse salariale. Donc il y a 2% qui reviennent au FAFA et je félicite le ministre de l'économie et des finances. Je ne sais pas si c'est un effort volontariste ou c'est juste par pur hasard, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Mais en tout cas, maintenant, les choses marchent un peu plus qu'avant. Il y a plus de ressources qui sont mobilisées et mises à la disposition du FAFA que de par le passé. Donc ça, c'est un peu sur le plan institutionnel ce que nous avons en place pour essayer d'améliorer la qualité de nos ressources humaines. J'avoue qu'en tant que ministre chargé de la question de la formation professionnelle, je ne suis pas très fier de ce que nous avons jusque-là. Et le défi que je lance souvent aux jeunes, je dis, dans une salle, je dis, si au Mali, on demande quels sont les meilleurs artisans en matière de broderie, tout le monde va répondre, les Sénégalais. Je peux continuer, la maçonnerie, ceux qui montent les staffs et tout. Et puis, quelqu'un m'a dit, et je pose aussi souvent la question, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers est là, bonsoir M. Traoré. J'ai posé cette question et quelqu'un m'a répondu, mais les Maliens sont forts dans un secteur. Et j'ai demandé c'était lequel, il m'a dit la teinture. C'est vrai, on est très très fort en teinture, mais quelle est la valeur ajoutée de la teinture par rapport au bazin? Lorsqu'on donne 4 mètres de tissu à un artisan sénégalais pour le broder, il va demander entre 30 et 100, peut-être 100 000 selon la broderie. Mais pour la teinture, on donne combien à la teinturière malienne? 1000 francs par mètre, c'est connu. Donc, c'est vrai, on est très fort là-dedans, mais la valeur ajoutée est très peu. Je voudrais aussi rapidement dire que sur le plan des programmes, et je suis content de voir le directeur général de l'Agence française de développement ici, on a des programmes qui sont lancés aujourd'hui qui viennent en appui au secteur privé, au centre de formation professionnelle, pour améliorer justement l'équipement, pour améliorer la formation des formateurs.
Et l'AFD nous appuie beaucoup à travers le projet qu'on appelle le projet d'appui à la compétitivité des entreprises par la formation. Je ne sais pas vraiment si tous les chefs d'entreprise connaissent ce projet-là. Nous sommes en train de le mettre en œuvre et vraiment c'est un très grand appui pour nous. Il y a aussi, je vais finir par le cadre, il y a aussi le projet FIER, ces formations professionnelles, insertion des jeunes entrepreneurs ruraux, et c'est dirigé justement par l'ancien directeur national de la formation professionnelle qui est dans cette salle et j'espère qu'il va vous faire... donc, FIER, ça c'est dirigé par Eric, désolé. Ça c'est un projet qu'on a monté avec le FIDA et qui s'adresse vraiment à la jeunesse, la formation de la jeunesse rurale. Donc, aller trouver les jeunes là où ils sont, les former et les mettre à la disposition d'entreprises ou à travers l'auto-emploi également. Et il y a le projet, il y a un projet qu'on développe avec la Banque mondiale et avec un volet très important qui est confié au secteur privé, au patronat, et qui est le PROCEJ, le projet de développement des compétences des jeunes pour l'emploi, le PROCEJ. Et ça, c'est dirigé par l'ancien directeur national de la formation professionnelle qui peut vous donner aussi des informations là-dessus. On va beaucoup accompagner le secteur privé. Il y aura des concours qui peuvent aller entre 20 000 $ et combien par entreprise? Jusqu'à plus de 200 millions pour accompagner les entreprises dans les secteurs bien définis de la formation professionnelle. Et maintenant, la dernière chose sur le cadre, c'est que nous avons aussi la politique nationale de la formation professionnelle qui a son plan d'action, qui est le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi, le PRODEFE, qui est là aussi. Et tous ces projets que j'ai cités initialement entrent justement dans ce cadre-là, tout ça pour améliorer la qualité de nos ressources humaines. Donc il y a beaucoup d'opportunités d'accompagnement du secteur privé à travers les programmes dont j'ai parlé et qui sont vraiment des choses très concrètes qui peuvent nous permettre vraiment d'améliorer les choses. Et je pense aussi que c'est la dernière chose sur laquelle je vais intervenir, Président, et merci de votre patience. Nous essayons de développer, et franchement, pour nous, le secteur privé est clé, non seulement dans la formation professionnelle, mais aussi dans la création d'emplois. Moi, je pense que si les États où c'est le secteur public qui crée plus d'emplois que le secteur privé, c'est qu'il y a un problème. Le créateur d'emplois, c'est vraiment le secteur privé. Et nous voulons développer ce partenariat. Un de mes conseillers était en train d'attirer mon attention sur le fait que dans la certification, dans tout ce qui est valorisation des acquis de l'expérience, nous avons des commissions au niveau de la Direction nationale de la formation professionnelle et nous demandons la participation du secteur privé, mais la qualité des ressources humaines et la motivation des gens qui sont envoyés dans ces commissions-là fait que le PPP ne peut pas bien fonctionner. Donc vraiment, je lance un appel aux chefs d'entreprise, au patronat, pour que nous puissions travailler sur ces questions-là. Et je suis d'accord avec le ministre Cissé. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé est, prêt à participer à la formation des ressources humaines? Est-ce que, une fois qu'on a formé ces ressources humaines, vous êtes prêts à les accueillir au sein de vos entreprises et à les rémunérer à leur juste valeur? Pour moi, ce sont des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Et à travers la coopération triangulaire, donc avec le Maghreb, avec d'autres pays, nous essayons d'équiper les centres. Bien entendu, il nous faudrait l'autorisation de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour pouvoir nous endetter et payer des équipements pour que la formation soit moins théorique, qu'elle soit pratique. Je vous remercie. Très bonne soirée. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais tout était concret. Ok. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Babi. Pas d'accord avec moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et j'ai cru entendre le ministre Diakouté. Ça marche. Ah bon? Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier le REAO pour cette initiative. C'est très intéressant, mais c'est dans l'air du temps. Je crois qu'il fallait le faire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre. Moi, je vais intervenir sous 2 casquettes. La première en tant que chef d'entreprise.
et la deuxième en tant que président du CIFAM, du Club des investisseurs français au Mali. En tant que chef d'entreprise, au sein de mon cabinet, je suis expert comptable commissaire aux comptes pour ceux qui ne connaissent pas, la formation, c'est primordial. Chaque collaborateur reçoit 160 heures de formation par an, 4 heures tous les vendredis après-midi et une semaine en immersion à l'étranger. J'ai plus de 80 collaborateurs. Entre 5 et 10 repartent dans le secteur, dans les entreprises ou même dans l'administration, mais derrière ça pousse et le cabinet se développe même en dépit de ses départs. Donc je crois que toutes les entreprises aujourd'hui se doivent, c'est une obligation si elles veulent se développer, consacrer une partie de leur budget dans la formation. Nous, on dépense plus de 100 millions de francs CFA par an. Je regrette que le FAFPA ne nous aide pas. On n'a pas de chance, alors qu'on fait de la formation pour faire de la vraie formation. Bon, ça c'était le point. Maintenant, je voudrais m'adresser à Monsieur le ministre, parce que lui, il aime bien les chiffres. Il y a un problème au niveau des entreprises aujourd'hui, c'est que la fiscalité sur les salaires est énorme. Est énorme. Je vais vous donner quelques chiffres, mais des chiffres réels que vous pouvez vérifier. On va partir d'un salaire de 200 000 francs. Quand vous donnez 200 000 francs à quelqu'un, il coûte à l'entreprise 324 000. Il y a 124 000 à donner à l'État. Quand vous donnez 500 000 à quelqu'un, il vous coûte 956 000. Il y a 456 000 à donner à l'État. Quand vous donnez 1 million, il vous coûte 2 116 000. Vous avez 1 million à donner à l'État entre les charges sociales et fiscales. Si vous donnez 2 millions de francs CFA à quelqu'un qui met dans sa poche, il vous coûte 4 500 000. Donc c'est une fiscalité qui n'est pas adaptée à l'emploi. Je crois qu'il faudrait voir à la baisse au niveau de l'ITS, c'est surtout l'ITS, pour que ça améliore déjà l'embauche, d'ailleurs, pour certaines entreprises qui ont déjà des salariés, peut-être qu'ils ne les déclarent pas. Alors, pour un ancien employé dans une entreprise, ça va permettre, si vous baissez je fais un petit calcul, allez, je ne vais pas être méchant, je dis 50% de l'ITS. Ça permettrait aux entreprises au personnel de voir leur salaire amélioré sans que ça ne coûte à l'entreprise. Disons que pour quelqu'un qui gagne 700 000, ça lui ferait 151 000 de plus par mois. Quelqu'un qui gagne 1 million, ça lui ferait 233 000 francs de plus par mois. Mais pour les nouvelles entreprises qui pourraient embaucher, pour quelqu'un qui gagne 500 000, eh bien ça coûterait à l'entreprise pratiquement 100 000 francs en moins. Pour 1 million, ça coûterait 213 000 francs en moins. Donc, je crois qu'il faut absolument, parce que le barème de l'ITS est dépassé, je crois qu'il faut revoir ça pour relancer l'embauche, disons, au niveau du Mali et inciter les entreprises à déclarer le personnel. Je vous remercie. Merci, monsieur le Poultier. Il va financer et ce sera bien pour le chiffre d'affaires de l'hôtel Salam. Donc, voilà, on va parler de la fiscalité. Donc, on va passer la parole à monsieur Traoré. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, restons dans le cadre du débat, dans le cadre du thème de ce soir. Je remercie le RAO pour ce thème parce qu'effectivement, c'est un thème d'actualité. Le Mali est en chantier. Si les Maliens investissent dans un domaine, c'est bien l'immobilier, les logements sociaux. Mais malheureusement, nous ne profitons pas de toutes les opportunités. Le ministre est parti malheureusement. J'allais lui adresser des questions. Parce que c'est lui qui a l'habitude de nous interpeller. Où est-ce qu'on est premier? Si le Mali est en chantier, je prends le cas du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment, tous les métiers liés au bâtiment sont des métiers artisanaux. Maçonnerie, électricité, bâtiment, menuiserie, bois, métal, carénage, staff, nulle part nous sommes premiers. Si nous ne sommes pas premiers, le ministre me reconnaît. Et malheureusement, c'est d'autres qui profitent de ces opportunités. Donc, s'il y a le problème est connu, le mal est connu. La question, c'est de savoir quelle est la solution.
Voilà, c'est de ça que je m'attaquerai. Et effectivement, nous sommes en retard, nous ne profitons pas de toutes les opportunités. Et aujourd'hui, c'est un problème. J'ai bien suivi l'honorable Koniba. Il a parlé de la mise à niveau des ressources humaines. Et je pense également à la mise à niveau de nos équipements. Voilà. Nous sommes dans cette salle est aménagée par les Maghrébins. Il y a beaucoup d'opportunités comme ça. Si vous voulez que les Maliens interviennent aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas d'équipement pour répondre à cette qualité. Donc, il s'agit, comme proposition de solution, il faut créer des centres de ressources artisanales. Un centre de ressources, c'est un lieu où on peut avoir des équipements mutualisés. Il y a eu 2 incendies, je prends un seul exemple, vous allez comprendre. Il y a eu 2 incendies à la zone Imassi. Il y a eu plus de 50 véhicules calcinés tout neufs. C'était des véhicules électroniques. Malheureusement, ils n'ont pas d'équipement, n'ont pas de manettes électroniques pour réparer. Et vous le savez, chez nous, c'est rare, sinon impossible à un autre artisan de dire que je ne sais pas faire ça. Donc quand il y a eu un incendie, il y avait plus de 98 véhicules, mais il y avait plus de 50 véhicules calcinés tout neufs, garés là-bas depuis longtemps. Problème de dépannage, problème mécatronique, problème d'équipement également. Il s'agit d'acheter des équipements mutualisés où tout le monde peut se servir en cas de panne. Donc il s'agit de faire le diagnostic, montrer les pannes et le mécanicien intervient. Et malheureusement, vous le savez comme moi, nos vieux mécaniciens n'ont pas été à l'école. Une chance est là pour les jeunes de se convertir dans la mécatronique. Autre opportunité, le Mali ne profite pas également d'autres opportunités. L'aménagement est une opportunité. La viande ne vient pas du Mali, parce que l'abattoir ne répond pas aux normes. Les volailles, tout vient de l'extérieur. Donc il y en a tellement, et le problème c'est quoi? C'est également le problème de mise à niveau. Donc les problèmes sont connus et malheureusement, à présent, nous n'avons pas de solution. Donc je propose les salles de ressources, la mise à niveau des équipements, la mise à niveau des ressources, des ressources humaines, et également des équipements, et enfin, je parlais d'autres opportunités, je n'ai pas envie d'évoquer. Malheureusement, je m'arrête à ces 2 points. Merci beaucoup. Monsieur Cissé, je vais donner 1 minute par intervenant maintenant. Merci, M. Bali. Je remercie donc le REAO. Donc, comme mon confrère Serge, la casquette de membre de l'ordre des experts comptables, mais aussi du centre du secteur privé. Heureusement que vous avez recadré, parce que le thème, je voudrais qu'on recadre en termes de création d'emplois. Il y a eu des expériences qu'on a vécues dans ce pays-là, en matière, je vais dire à Serge, que dans les années 88-89, l'État avait pris une disposition, celui qui crée des emplois pérennes, durables, qui peut exonérer par exemple l'ITS sur ces emplois pendant 5 ans. Et je crois que l'expérience a démontré qu'il y avait beaucoup de création d'emplois pérennes à l'époque. En tout cas, personnellement, j'ai créé une dizaine d'emplois dans mon cabinet à l'époque. Maintenant, le problème, la problématique des ressources humaines dans les entreprises. Le constat a été fait par l'honorable, mon confrère Koniba. Moi, j'ai dit à mes stagiaires dans mon cabinet, après mon expérience, j'ai dit il y a DME. DME, c'est quoi? Pour moi, c'est le diplôme, le métier et l'expérience. Je viens de CICD cet après-midi à la remise du diplôme de Technolab. Il y a eu un message fort adressé par une étudiante au nom de ses camarades. Nous avons mis notre diplôme, le gros problème maintenant c'est l'emploi. Il n'y a que des emplois précaires concrets. Mais de l'autre côté, n'oublions pas que nous sommes dans une communauté. Nous recevons par Internet aujourd'hui des propositions d'emploi des étudiants qui ont étudié au César un peu partout. Nous ne pouvons pas les refuser. Le marché est devenu un marché sous-régional. Donc nous devons être sincères et honnêtes avec nous-mêmes. Mais il faut regarder à fond. Diplôme, les gens ont des diplômes, mais quand ils viennent, ils n'ont pas de métier. Parce que quelqu'un qui vient avec un diplôme, tu lui dis, quel est ton métier? Non, mais ce que j'ai. En tout cas, je peux tout faire. Même les secrétaires aujourd'hui, il y a des qui. Parce que c'est un besoin d'avoir un emploi que d'exercer un métier réel dans notre métier.
Donc, ceci dit, moi je dis qu'il faudrait qu'on encadre davantage les enfants, malgré en tenant compte du niveau faible des formations. Quelqu'un l'a dit aujourd'hui. Regardez notre environnement. C'est des jeunes Togolais, Béninois, qui encadrent nos enfants, même à domicile aujourd'hui, à l'école, dans les écoles primaires. Donc le niveau est très faible, comme qu'elle l'a dit. Donc problématique, niveau de formation très faible. Et là, la FCEC, je suis surpris et étonné qu'on supprime le mémoire de fin de cycle à la faculté de sciences économiques et de gestion. Ils terminent 4 ans, ils ne font plus de mémoire. Et tout le monde se plaint, ah, ils ne parlent pas français. Ils ne savent pas rédiger. C'est le minimum. Donc, on ne peut pas continuer à fabriquer des gens parce que pour avoir un diplôme, et nous savons tous de cela. Donc, pour moi, il faut repenser les solutions à les donner. Niveau de la formation, niveau de formation des formateurs, niveau de formation des encadreurs, et sinon, en matière d'encadrement des jeunes, dans nos cabinets, c'est devenu un passage obligé. Tu prends quelqu'un en 6 mois parce que les banques ne recrutent plus, il faut avoir l'expérience en cabinet. Il faut avoir l'expérience en cabinet. Nous, en tout cas, dans notre domaine, nous avons même l'expérience, et je suis d'accord avec mon frère, le ministre Soumaïla, quand il dit que chacun n'a qu'à s'engager, comme les experts comptables l'ont fait. Nous avons pris une participation à l'ESG, l'école supérieure de gestion, pour participer et demander à tous nos confrères de partir à la formation dans le cadre de cette école. Chacun dans son domaine doit prendre sa responsabilité en se disant je suis leader dans tel domaine, je dois aider et aller vers ça. Donc on rénove, on développe des centres de formation pratique par secteur d'activité. Mon frère Traoré, les artisans n'ont qu'à créer et que ça soit bien soutenu pour qu'on fasse des centres de recyclage et c'est extrêmement important. Voilà ce que moi je voudrais dire. Merci M. Cissé, merci beaucoup. Merci monsieur le modérateur. Moi c'est Aline Faye, qui est Conseil national des bureaux de classement et entreprises de travail temporaire, CONABEL. Et je vais rebondir un peu sur l'intervention de l'honorable Cissé, quand il a demandé si les chefs d'entreprise sont prêts à accueillir les stagiaires. En partie, je peux répondre par non. Dans la mesure où, il y a 4 ans, le Conseil national a soulevé le problème de l'inadéquation